Donc voilà, donc la formation, comme je vous ai donné, les orientations, avec qui peut se former, en tout cas dans notre école. Il faut bien se rendre compte que l'hypnose, c'est pas un diplôme qui est reconnu encore en France. C'est-à-dire qu'il y a bien effectivement un DU d'hypnose qui est proposé à la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est réservé uniquement aux médecins et aux psychologues. Le problème, c'est que ce DU, il est très théorique et après, peut-être certains d'entre vous se sont formés là-bas, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, je recherchais une formation où il y avait beaucoup de pratiques pour que ça nous serve aussi dans notre quotidien, parce qu'on pouvait pas se permettre de trop théoriser sur le sujet, surtout en hypnoanalgésie. On a beaucoup d'exercices pendant les cours, on a beaucoup d'exercices où on propose des techniques et il faut pouvoir les maîtriser. Donc la formation qu'on a faite ici, en tout cas l'Institut français d'hypnose, l'école qu'on a faite, elle s'inscrit dans le cadre du GEAMH. Donc ça a son importance, c'est Groupement pour l'étude et application médicale de l'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'organismes de formation en hypnose que vous pouvez retrouver des formations en accéléré sur 3 jours, vous pouvez retrouver des formations, j'ai même vu des formations en un seul jour, diplômantes, bon, un diplôme qui vaut ce qu'il vaut, hein, puisqu'il y a rien qui est reconnu, et finalement qui est proposé au tout public, c'est-à-dire que si vous voulez, tout le monde peut se former à l'hypnose. Et il faut savoir que l'hypnose intéresse beaucoup les personnes, notamment qui se forment dans le management, puisqu'on est dans on peut exploiter les techniques de manipulation, de communication, pour pouvoir aussi gérer sa petite entreprise. Donc là, vraiment, l'IFH, elle ne forme que des soignants. Donc c'est important puisque on est vraiment sur de l'utilisation thérapeutique de l'hypnose. On n'est pas sur de la manipulation. Conclusion, donc c'est vrai que l'hypnose, à ce jour, c'est un moyen thérapeutique scientifiquement approuvé et reconnu. Donc si certains recherchent des sources scientifiques sur l'hypnose, je vous ai dit, vous pouvez aller sur Internet, taper Pierre Rainville, vous tomberez d'emblée sur la page Google sur son étude sur les IRM fonctionnels qui montrent comment le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en état d'hypnose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisque déjà je les maîtrise pas complètement et puis en plus... ça apportera pas grand-chose. Technique utilisant peu de moyens matériels. Alors ça c'est important puisque si un jour vous êtes soignant, vous souhaitez le proposer dans un hôpital ou vous former, c'est important de retenir ce critère puisque c'est vrai qu'à part un local ou au moins un siège et un peu de silence, mis à part votre formation et votre pratique, ça demande pas grand-chose en termes de matériel. Et ça c'est important, c'est un bon critère. On mobilise effectivement des ressources du patient. Donc là, on est dans une technique où le patient est acteur de ses soins. Il n'est pas là à subir encore une fois soit une perfusion, soit un traitement où il n'a finalement pas grand-chose à faire. Là, effectivement, c'est peut-être l'élément le plus important, c'est la confiance qu'on aura instaurée avec le patient, son imaginaire, et puis aussi ses possibilités, ses capacités. Donc en analgésie, l'hypnose est avant tout un complément et au soutien de traitement habituel. Voilà, on ne fait pas d'hypnose, en tout cas au centre Alexis Vautrin, on ne fait pas d'hypnose sans déjà un avis médical. C'est-à-dire que moi je n'interviens pas d'emblée sur un patient qui me demande d'intervenir. C'est un médecin qui prescrit l'indication d'hypnose, des médecins notamment en douleur ou des médecins oncologues ou anesthésiques. Et du coup, on est vraiment, on ne travaille pas en électrons libres. Donc ma pratique au centre Alexis Vautrin. Comment ici j'ai pu installer ou proposer l'hypnose. Donc déjà l'hypnose, comme je vous ai dit, je suis à temps partiel en tant qu'infirmier, donc j'ai un temps à 80% en secteur de soins et j'ai un temps à 20% en hypnose. C'est-à-dire que j'ai un jour à peu près par semaine dédié à la prise en charge de patients sous hypnose. Donc c'est une approche différente le matin et l'après-midi. Le matin, je suis souvent avec Catherine ou ses collègues aux poses de cathéter veineux. Donc les patients, avant d'avoir une chimiothérapie, doivent bénéficier d'une installation d'un cathéter veineux central, donc qui est soit un porte-à-4, petit boîtier qui est sous la peau, soit une voie veineuse centrale tunnelisée. Donc souvent c'est un cathéter qui est extériorisé à la peau. Et finalement cette pose-là, à l'heure actuelle, est proposée avec un anesthésiant local. Donc du coup l'hypnose, elle permet surtout d'accompagner le patient, de le rassurer pendant la pause, puisqu'effectivement l'anesthésie locale, elle est quand même un petit peu douloureuse dans la mesure où au moment où on injecte le produit, ça brûle un petit peu la peau. Les patients se demandent ce qui se passe. Ils sont souvent sous un champ stérile. Je vais vous montrer des photos après, où ils se sentent un petit peu oppressés, un petit peu isolés pendant l'acte. Et l'hypnose, elle permet vraiment d'accompagner le patient. Alors, on n'a pas le temps de faire une séance complète, totale d'hypnose pendant les pauses, puisqu'il y en a plusieurs sur la matinée. Donc, c'est surtout un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va souvent, on va refaire une séance type, mais on va accélérer sur certains points, de manière à pas non plus créer une hypnose trop profonde, trop thérapeutique, mais simplement à détourner la personne de ce qui est en train de se passer.
Donc intervention, je vous l'ai dit, sur prescription médicale et une traçabilité systématique dans le dossier de soins. À partir du moment où on a proposé de l'hypnose à un patient, c'est comme une autre thérapeutique, on doit le noter et le tracer dans le dossier de soins. Donc là, je vous ai mis un petit peu le nombre de patients que j'ai vus depuis que je suis au centre Alexis Vautrin. Donc j'ai commencé depuis à peu près mi-2011, l'année mi-2011. Et donc voilà, donc les poses de PAC. PAC Porta 4, c'est les boîtiers que je vous parlais tout à l'heure, qui concernent 52% de ma pratique, donc un peu plus d'une vingtaine de patients qui ont bénéficié d'hypnose pour une pose de PAC. Voie veineuse centrale tunnelisée, donc 20%, et retrait, c'est simplement le retrait de la voix pour des patients qui sont angoissés au moment où on doit leur retirer le cathéter. Donc vraiment, ces trois, ça c'est pour le matin, dans ma pratique où je suis en journée d'hypnose, où je vais pouvoir proposer de l'hypnose aux patients. Ensuite, l'après-midi, je suis détaché donc au CISPO, qui est un petit peu l'endroit où on va gérer les symptômes des patients, les complications, notamment les soins de support, l'accompagnement des patients dans leurs symptômes. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs symptômes où j'ai pu proposer de l'hypnose. Donc les dyspnées, vous voyez qu'il y en a un, c'était notamment en phase palliative où des patients effectivement en fin de vie peuvent éprouver d'un inconfort, une gêne respiratoire. Et c'est vrai que l'hypnose, elle a tout son intérêt parce qu'elle va pas traiter la cause de la dyspnée, elle va simplement traiter l'angoisse qui risque de majorer cette dyspnée. Donc là, c'est un patient que j'ai vu, une patiente que j'ai vue en secteur pour la dyspnée. Il y a eu l'anxiété, les acouphènes que j'ai déjà fait. Alors insomnie, l'insomnie, c'est quand par exemple je suis de nuit et qu'un patient me dit je n'arrive plus à dormir, il est 2 heures du matin. Alors l'hypnose, elle va pas permettre on n'est pas sur du 100%. Hein. Le but, c'est vraiment de déjà détendre le patient pour qu'effectivement il puisse peut-être se rendormir par la suite. Donc ça a son avantage puisqu'on ne redonne pas un somnifère à 2 heures du matin quand un patient s'est réveillé, sinon tout le matin il est encore sous les effets. Donc l'hypnose, elle permet effectivement, c'est un peu une situation alternative, notamment pour les infirmiers de nuit, pour les patients qui sont insomniaques. Et puis vous voyez la douleur à 64%, donc c'est toutes douleurs confondues, essentiellement des douleurs chroniques, essentiellement des douleurs neuropathiques. Donc un type de décharge électrique, sensation du membre fantôme après une amputation ou névralgie de la face, puisque ici au centre Alexis Vautrin, il y a aussi, on suit également des patients qui n'ont pas de cancer, mais des douleurs chroniques. Et c'est vrai que sur des séquelles de zona par exemple, ou des sensations de membres fantômes, où l'hypnose a tout son intérêt. Voilà. Et l'anxiété, alors encore une fois, j'empiète pas sur la partie psychologue en marquant l'anxiété. L'anxiété, c'est une indication, c'est l'anxiété essentiellement avant une intervention chirurgicale. Un patient qui est angoissé, je vais avoir une intervention. C'est une préparation à une intervention chirurgicale. Et là, vraiment, on est sur quelque chose qui rentre tout à fait dans nos compétences. On n'empiète pas sur nos compétences, là, parce que c'est dans notre formation. Donc voilà, quelques photos, comment ça se passe. Donc mon installation est quelque peu spartiate. Je vais mettre là-bas. Donc là, c'est le médecin anesthésiste. Je vais mettre là plutôt. Le médecin anesthésiste. Poseur. Comme je vous ai dit, il y a un champ stérile, donc un champ qui permet de travailler proprement, qui est installé. La patiente est tournée, sa tête est tournée du côté là, et moi je suis donc sur un tabouret assise à côté d'elle et je lui tiens la main. C'est-à-dire que on va pas. Le but c'est vraiment déjà d'installer un climat de calme dans le bloc. La patiente, si vous voulez, je vais lui tenir la main pendant la séance, puisqu'on va communiquer avec cette main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est elle qui va donner le signal quand le médecin pourra y aller. C'est-à-dire que le médecin ne commencera pas tant que le signal n'a pas été donné. Donc on va déjà mettre la patiente en état d'hypnose, on va lui demander d'imaginer qu'effectivement avec il y a une sorte de fluide, moi c'est la technique que j'utilise, une sorte de fluide qui monte progressivement et qui va anesthésier, et on va bien préparer cette zone où le cathéter va être posé en lui faisant imaginer que ce produit qu'elle imagine anesthésie confortablement cette zone. Donc à partir du moment où elle va donner le signal, déjà elle est actrice ou lui est acteur du soin, et en plus il y a vraiment cette bonne collaboration entre nous trois, c'est-à-dire que le médecin, à un moment donné, si la patiente elle est inconfortable ou qu'elle ressent une douleur, elle me serre un petit peu la main, c'est la consigne que je lui donne avant, et moi je fais signe au médecin de lever un petit peu l'outil. Donc c'est vrai que et l'installation de cette bonne synergie entre nous trois, à la fin, on a vraiment des patients qui sont détendus, qui sont confortables, puisque Catherine vous le redira sûrement après par son expérience, c'est vrai que la pose des cathéters veineux sont souvent vécus très très mal par les patients, parce que c'est souvent en plus une sorte de stigmate de la maladie, une stigmate du soin. On me pose quelque chose, c'est le début de mon parcours thérapeutique, et c'est en ça finalement que je pense qu'il y a vraiment une indication à accompagner les patients dans ces soins.
Voilà, donc là on me voit en train de... J'ai pas beaucoup de temps, si vous voulez, avant pour parler aux patients, puisqu'il y en a plusieurs. Donc en 10 minutes, un quart d'heure, simplement qu'ils puissent me retranscrire un souvenir, me rendre compte, si vous voulez, de leur peur, de leur crainte, et démystifier la pratique, et puis surtout instaurer un climat de confiance. Donc en un quart d'heure, c'est pas toujours très facile, mais le but c'est vraiment déjà de se montrer très rassurant, très posé, ne pas dédramatiser aussi la pose, puisque des fois il y a des patients qui ont l'impression qu'on va leur ouvrir tout le thorax pour poser le cathéter, leur expliquer que c'est une petite incision sous la peau, leur expliquer aussi les moments d'inconfort qui peuvent survenir. Et déjà cette préparation-là, elle fait beaucoup puisqu'elle permet déjà de relâcher les patients avant la pose. Là, c'est un autre angle. Donc, comme je vous disais, je suis pas toujours très bien installé, mais le plus important, c'est quand même la patiente. Donc, du coup, on s'adapte vraiment, quoi. Hein. On s'adapte à l'environnement. Autant l'après-midi, quand je suis en douleur chronique ou je suis des patients en douleur chronique, j'ai la chance de bénéficier de locaux silencieux et d'avoir beaucoup de temps pour prendre en charge les gens. Mais c'est vrai qu'au bloc, on s'adapte puisqu'il y a beaucoup de pauses. Et encore une fois, la bonne coopération avec les médecins est très importante. Et je pense que ça, c'est l'élément le plus important. C'est déjà les infirmières de bloc qui sont là, ou même le médecin anesthésiste qui pose, savoir déjà il accepte la pratique et que du coup joue le jeu, notamment en termes d'utilisation de certains mots, puisque ça c'est quelque chose dont je vous ai pas parlé, mais en hypnose il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie quand on parle aux gens. C'est-à-dire que le cerveau n'entend pas la négation. Par exemple, là je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose. Vous allez tous penser à un éléphant rose. Eh bien, écoutez, en hypnose, c'est la même chose. Quand on dit à un patient, vous n'allez pas avoir mal, je vais piquer, le patient et le cerveau retient mal, piquer. Donc vraiment, on utilise d'autres mots. C'est un vocabulaire qui est adapté en fonction de la situation. Donc le médecin, soit il lui dit autre chose, mais il n'utilise plus le mot « attention, ça va faire mal, attention, je vais piquer, attention cela », parce que déjà il se crispe, et puis là, on est sûr que la séance est vouée à l'échec. On peut dire, par exemple, « nous allons pouvoir y aller tranquillement ». Alors ça peut paraître un peu béat comme citation, mais en même temps, en situation de stress, je vous assure que c'est très intéressant quand même. Donc j'ai mis un petit dessin humoristique sur la fin. Voilà. Et puis, pour conclure, une bibliographie, pour si certains s'intéressent. Moi, j'ai vraiment pris des ouvrages qui m'ont donné envie de faire de l'hypnose, qui m'ont aidé dans ma pratique. Après, il y en a d'autres. Hein. C'est vraiment une bibliographie personnelle qui m'a permis déjà de faire l'exposé et puis surtout de donner des conseils. Donc voilà, si je vous la laisse un petit moment. Catherine, tu veux dire un petit mot ? Tu voulais dire un petit mot ? Non. Donc je ne sais pas si vous aviez des questions. Si certains d'entre vous ont des questions, des interrogations. Alors, moi, j'en choisirais deux, moi, en fait. Ma voix t'accompagnera de Milton Erickson, parce que je pense que c'est un peu le b.a.-ba de l'hypnose. Donc là, c'est plutôt des situations cliniques qui sont retranscrites où il décrit ce qu'il a indiqué pour les patients, ce qu'il a fait pour les patients en fonction des symptômes. Et je trouve que c'est très pratico-pratique. C'est moins théorique, mais au moins on a de bons outils. Et puis, je citerai aussi, moi, c'est ce livre-là qui m'a donné envie de faire de l'hypnose. C'est Soigné par l'hypnose de Gérard Salem, le deuxième, parce que là, on est vraiment sur des techniques hypnothérapeutiques, pour le soin. Donc vraiment, c'est les deux là que je conseillerais. Est-ce que vous pouvez enseigner aux patients aussi de s'auto-hypnotiser ? Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout évoqué, notamment en douleur chronique. Oui, c'est très très important. C'est-à-dire que pendant l'accompagnement des patients, alors pour les poses de cathéter en phase aiguë, les patients ne les revoient pas. Donc là, il y aura pas d'enseignement à l'auto-hypnose. Lorsqu'il y a une gestion d'un symptôme et qu'on va accompagner le patient pendant la phase thérapeutique, au bout de la quatrième fois, on va le voir, on va lui enseigner la pratique de l'auto-hypnose. Donc c'est essentiel, hein. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais c'est essentiel parce que c'est aussi le rendre encore plus acteur du soin. Et c'est vrai que au début, ils sont un peu réticents, en disant non, j'arrive pas à me concentrer, j'ai besoin d'écouter votre voix, il y a que ça qui me permet d'y aller. En forçant effectivement tout doucement les gens à le pratiquer chez eux, en leur expliquant que ça prend pas beaucoup de temps, quand on fait de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on va respecter à peu près le même schéma que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Simplement,
quand la personne le fait elle-même, le temps est plus réduit, puisqu'on va lui demander de fixer un point chez elle si c'est quelqu'un de visuel, et puis de s'installer progressivement dans une position de confort, de se remémorer le souvenir avec lequel on aura travaillé initialement, de se remémorer les phases que j'ai pu décrire, les phases thérapeutiques que j'ai pu décrire, utiliser les suggestions effectivement qu'on avait pu donner au préalable, et la personne se réveille au bout de, en général, quand on est sur de l'auto-hypnose, les gens me disent qu'ils le pratiquent en général 5 à 10 minutes par jour. Et c'est vrai que la répétition de la pratique de l'auto-hypnose va encore amplifier l'effet thérapeutique initial. C'est essentiel parce qu'après, quand on les voit plus, les patients, on les lâche pas dans la nature, ils sont vraiment autonomisés à la pratique. Vraiment autonomisés à la pratique. Je voulais rajouter juste quelque chose. Rémi vous a expliqué ces deux pratiques, le matin et l'après-midi. Il y a aussi plusieurs façons de faire de l'hypnose. De l'hypnose dans la douleur aiguë, ce qu'on va faire plutôt par exemple en anesthésie ou en bloc opératoire, c'est gérer une douleur provoquée par un soin, c'est-à-dire une douleur vraiment précise qui va durer un temps qu'on connaît. Et ça, c'est des techniques, comme dit Rémi, on n'a pas beaucoup le temps de les prendre en charge avant. Ça va pas durer longtemps. Voilà, c'est tout à fait différent de la gestion d'une douleur chronique qui va revenir plusieurs fois, à qui on va essayer d'enseigner un peu d'auto-hypnose, etc. Donc, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a des fois affaire à des patients qui ont une douleur aiguë, qui vont arriver, et ceux-là, il va falloir commencer par leur parler de douleur. Vous pouvez pas dire oui, on va penser à quelque chose d'agréable. Ben non, ils peuvent pas penser à quelque chose d'agréable. Ils n'ont que leur douleur en tête. Donc, il va falloir les focaliser là-dessus. Et l'induction va partir de cette douleur. On va servir de cette douleur pour faire une induction afin d'arriver à leur faire penser tout doucement à autre chose. Mais on va être obligé de se servir. Il faut toujours se servir de ce que le patient apporte. Et c'est ce que Rémi vous expliquait. C'est la différence avec Erickson, qui a fait de l'hypnose permissive. C'est-à-dire que le but maintenant, et c'est ce que font la plupart des gens qui font de l'hypnose maintenant, c'est de se servir du patient. C'est le patient qui apporte ses problèmes, puisque c'est pour ça qu'il vient vous voir, mais qui a en lui les solutions. En tout cas, il faut trouver en lui ses solutions à lui. C'est pas à vous, hypnothérapeute, de lui imposer les solutions qui vous semblent à vous être bien. Non, parce que c'est pas les siennes, et donc du coup, elles vont moins bien marcher. Donc il a des ressources en lui, il ne le sait pas simplement. Il faut juste l'aider. Alors c'est pas toujours facile, mais l'aider à aller les chercher et à apporter quelque chose de bénéfique. Juste quelque chose qui est important quand même, je sais qu'il y en a plusieurs qui commencent à se former, notamment maintenant au CHU. Il y a des gens qui commencent tout doucement à vouloir se former dans d'autres établissements. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent à venir en écrivant la direction des soins, pouvoir assister à ce que nous on peut faire, notamment en anesthésie pour les poses de cathéter, parce que c'est très peu pratiqué, notamment l'hypnose pour les poses de cathéter. Moi, si vous voulez, j'ai appris à l'Institut Curie à Paris. J'ai une collègue avec laquelle j'étais en formation qui m'a un peu donner des éléments pour pouvoir pratiquer correctement les choses. Elle est maintenant à l'hôpital Saint-Joseph, elle s'appelle Elisabeth Barbier, c'était la première infirmière à pratiquer l'hypnose en France, et c'est vrai que c'est important parce que si vous voulez, je pense que c'est pas une technique idéale, hein, mais simplement je pense elle a eu beaucoup d'expérience, elle a accompagné beaucoup de patients pendant les séances d'hypnose, et donc si ça vous intéresse, on sera content de pouvoir partager ça avec certains d'entre vous. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus. Bon, merci à Rémi, merci Dr Peignet. Je voulais juste demander, est-ce que au niveau des centres de lutte contre le cancer, est-ce qu'on est nombreux à pratiquer l'hypnose ? Alors, dans des centres de lutte contre le cancer, je sais qu'il y a 3 centres qui le pratiquent. À ma connaissance, il y en a peut-être plus. Bon, il y a l'Institut Curie et il y a l'Institut Gustave Roussy, donc essentiellement situé en région parisienne. Dans les hôpitaux de province, je sais qu'il y a certaines cliniques. J'ai des collègues infirmières anesthésistes qui le proposent dans certains hôpitaux, même CHU périphériques ou même ou plus recentrés. Mais c'est vrai que dans les centres de lutte contre le cancer, à ma connaissance, il y a que 3 centres qui le proposent. Alors si d'autres ont d'autres informations. Alors, Madame demande s'il y a des anesthésies possibles avec hypnose. Donc pour des problèmes gynécologiques, par exemple.
Alors, tout dépend déjà de la pratique du chirurgien. Ce qui est sûr, c'est que l'hypnose ne peut pas être la technique anesthésique seule. Elle va être forcément associée à des techniques d'anesthésie loco-régionale ou locale pure. Il y a par exemple une de mes collègues qui a beaucoup publié, et qui, Madame Frémoville, en Belgique, qui a beaucoup publié sur l'hypnose et qui fait beaucoup d'hypnose au bloc opératoire pour des interventions, notamment en cervico-facial, alors pour des chirurgies thyroïdes, mais je veux dire, il n'y a pas que l'hypnose. Elle travaille avec des chirurgiens. Il faut toujours travailler en bonne entente. Comme disait Rémi, il y a une triangulaire qui doit se faire entre le chirurgien, enfin celui qui pratique l'acte douloureux, puisque là on parle de douleur provoquée par les soins, d'hypnose pour la douleur provoquée par les soins. Donc il y a celui qui fait mal, en gros, le chirurgien ou l'anesthésie pour les poses de cathé. Il y a le patient qui est là, et puis il y a celui qui va trouver un compromis pour que ça se passe le mieux possible. Donc l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, l'infirmier, enfin peu importe. Mais ça peut pas être une technique pure. Il faut forcément que ça soit associé à une anesthésie locale ou loco-régionale pour potentialiser. Enfin, ça va être un accompagnement. L'hypnose, c'est une corde de plus à son arc thérapeutique. Ça peut pas être un outil à une seule corde. Hein. Ça, c'est clair que c'est comme toutes ces techniques. C'est une technique très simple qu'il suffit d'apprendre, dont on aurait tort de se priver parce que ça peut apporter beaucoup de choses, notamment dans ces situations-là. Mais ça peut pas être une seule chose. C'est une corde en plus à son arc. Voilà. Alors, c'est quand même un peu plus que la relaxation, parce que la relaxation, ça fait longtemps qu'on sait l'employer, qu'on sait faire. L'hypnose, c'est quand même un processus un peu particulier. Ça fait vraiment appel à l'inconscient. Il faut vraiment mobiliser les ressources du patient qui sont dans son inconscient. Et c'est quand même des techniques, comme vous disiez Rémi, cette phase d'induction dont il vous parlait, où on met le patient dans un état dissociatif. Ça, c'est très particulier à l'hypnose. C'est une façon de faire qu'il faut savoir maîtriser. Le fait d'être ici et ailleurs, quand on est relaxé, on est quand même là, quoi. On est là, on arrive à se relaxer. Après, il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Alors que si on arrive à les laisser là, mais en même temps les emmener ailleurs, c'est quand même un peu plus que de la relaxation, puisqu'on fait travailler l'imaginaire. Voilà. Bon, on peut... Enfin, je ne sais pas si tu veux répondre. C'est vrai que la sophrologie, c'est Caicedo, c'était l'initiateur de la sophrologie. Ça peut s'y apparenter. Il y a quand même des choses parce qu'on s'est un petit peu documenté aussi sur le sujet. C'est vrai qu'il y en a qui disaient sophrologie, hypnose, c'est la même chose. La sophrologie, quand même, elle est très centrée sur le patient lui-même. C'est-à-dire qu'on va surtout mobiliser les ressources du patient. Alors, il y a un thérapeute, un sophrologue qui est aussi là pour accompagner, mais j'ai envie de dire que en sophrologie, on accentue peut-être un peu plus le patient. On va dire que la sophrologie s'apparente un peu plus à l'auto-hypnose. Il y a moins cette phase, si vous voulez, d'accompagnement. De ce que je connais, il y a peut-être des sophrologues dans la salle, si vous me corrigez si je me trompe, mais c'est vrai que la sophrologie, elle est différente de l'hypnose. Alors on peut dire, c'est plein de noms pour dire la même chose. C'est vrai que les IRM fonctionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure montrent que dans le cerveau, il y a une zone qui s'allume en fonction de c'est le cortex singulaire antérieur, hein, si ça intéresse quelqu'un. C'est une zone particulière qui va activer le système limbique, qui va activer le système émotionnel. Ce cortex singulaire antérieur, il est activé dans certaines pratiques. Il est activé en hypnose, il est activé effectivement en sophrologie, il est activé aussi dans les phases de méditation et de prière. C'est des zones du cerveau qui sont très actives. Et le système limbique, vu qu'il gère aussi l'aspect émotionnel du corps, il va également traiter l'aspect émotionnel de la douleur. Et c'est comme ça, c'est en ça que l'hypnose est thérapeutique, si vous voulez, puisqu'elle permet vraiment de prendre en charge cette dimension émotionnelle. C'est la dimension émotionnelle de la douleur qu'on prend en charge. Voilà. Alors, je te passe le micro, Marilyn. J'ai une autre question avant qu'on m'a demandé de te transmettre. C'est par rapport à la prise en charge des effets secondaires en chimiothérapie. Donc, est-ce que l'hypnose peut aider? Comment? Tout à fait. Alors les effets secondaires, notamment les nausées, vomissements, c'est vrai que je les ai pas mis dans le graphique puisque je suis intervenu partiellement en hôpital de jour pour ça. C'est pas finalement l'essentiel de mon activité, mais il y a vraiment quelque chose à faire, notamment sur les nausées d'anticipation. Effectivement aussi sur les bouffées de chaleur.
on va dire que c'est un thème sur lequel je n'ai pas une complète formation, notamment sur la gestion des bouffées de chaleur. Après, notamment sur les traitements d'hormonothérapie, les patientes peuvent se plaindre de bouffées de chaleur récurrentes. Et là, l'hypnose, elle trouve tout son intérêt, puisqu'en termes de thérapie, on est assez limité. Donc là, oui, il y a quelque chose à faire. Le problème, c'est que maintenant, il y a une demande aussi. Il y a une demande qui est de plus en plus, depuis qu'on a instauré l'hypnose au centre Alexis Vautrin, il y a une demande qui se fait aussi à tous les niveaux. On pourrait très bien la proposer en radiothérapie, on pourrait très bien la proposer aussi pour les biopsies mammaires, on pourrait la proposer vraiment dans le domaine d'activité en cancérologie. Là, Catherine est en cours de formation, Anne-Sophie aussi. Je pense que quand il y aura une équipe qui sera un peu plus constituée, on pourra le proposer dans d'autres choses. À l'heure actuelle, on est vraiment, je me limite plutôt pour le moment à ça, quoi. Oui, tout d'abord, je trouve fort dommage effectivement que ce ne soit pas étendu davantage à toutes les interventions dont on pourrait en avoir besoin. Je me pose la question, vous parliez tout à l'heure de l'auto-hypnose. Quand vous faites entrer une patiente sous hypnose, vous la faites revenir progressivement à un état normal. Mais auto-hypnose, ça veut dire comment le patient revient à lui-même. Voilà, expliquez-moi un peu. Oui. Alors finalement, si vous voulez, pendant qu'on va suivre la patiente, en général, la méthode qu'on va utiliser pour la faire revenir, elle va pas changer. C'est-à-dire de la première jusqu'à la dernière séance, on va utiliser la même façon de la réveiller, toujours en s'adaptant à ce qu'elle nous a dit. Donc par exemple, je parlais du décompte tout à l'heure. On peut très bien imaginer qu'à partir du moment où on utilise un décompte avec la patiente, qu'elle utilise ce décompte-là et que quand elle arrive à 10, elle se réveille tranquillement. Vraiment, c'est cet enseignement, ce qui est important, c'est notamment dans les phases de réveil, toujours se tenir à ce que on aura fait avec la patiente. On va pas lui dire qu'en auto-hypnose, elle va se réveiller différemment. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, admettons que la personne s'endort, parce que c'est fort probable. À un moment, on fait de l'auto-hypnose, on a une journée harassante, on est fatigué, la personne, elle va s'endormir, ou simplement perpétrer son état d'hypnose, elle va se réveiller de toute façon. Il y aura pas de sensation d'inconfort, surtout quand on est dans de l'auto-hypnose. Ce qui est désagréable, ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire de l'hypnose à un patient, et puis de partir en plein milieu de la séance pour une raison X ou Y, et qui se réveille, qu'il n'y ait plus personne. Ça, c'est générateur d'angoisse. Que la personne le fasse elle-même et qu'il n'y ait personne à côté, ça pose aucun problème. Et même si ça dure plus longtemps. Le tout, c'est effectivement qu'elle le fasse quand je lui explique dans des moments de la journée qui le permettent. Ça, c'est sûr qu'il faut pas faire ça en voiture ou c'est toujours ce que je suggère avant de dormir. Ça permet déjà d'instaurer une détente, de pouvoir peut-être passer une bonne nuit de sommeil. Peut-être moins le matin au réveil, puisque ça va souvent détendre tellement qu'on va peut-être manquer un petit peu d'entrain pour la journée. Donc vraiment toujours, je le conseille le soir avant de s'endormir. En termes de temps, je leur dis que même que ça ne dure pas longtemps, faut pas que ce soit chronophage, parce que les gens ils ont aussi leurs impératifs. Hein. Il faut pas que ce soit contraignant, il faut que ce soit un plaisir, il faut que ce soit fait vraiment. Et à partir du moment où une première séance d'auto-hypnose s'est bien passée, j'ai envie de dire les patients vont s'approprier l'outil et le continuer. Là par exemple au début je suivais une dame récemment pour une névralgie de la face. Au début elle me disait j'ai beaucoup de mal à le faire moi-même, je suis toujours en train d'imaginer que c'est votre voix. Eh bien Erickson disait en fin de séance, eh bien ma voix vous accompagnera. Il concluait ses séances en disant ma voix vous accompagnera. D'ailleurs c'est le titre de l'ouvrage que je vous ai donné tout à l'heure. Eh bien moi j'utilise en fait cette phrase. C'est encore une fois, hein, on n'est pas sur une pratique égocentrique. Hein, le but c'est pas d'à tout prix que la personne pense à notre voix. C'est vraiment qu'elle n'ait pas l'impression qu'on l'ait lâchée, et surtout qu'elle peut très bien imaginer notre voix. Alors ça arrive. Je pense que ça arrive dans on va dire à peu près un faible pourcentage, que certains patients n'y arrivent absolument pas. Alors encore une fois, s'ils n'y arrivent pas, on va pas les lâcher comme ça. Moi, je fais un support audio, c'est-à-dire que je leur propose, j'enregistre ma voix, je vais faire une séance type qu'on aura fait pendant ces 5 séances sur un support CD ou sur une clé USB ou voilà. Ça prend du temps, mais en même temps, on peut pas se permettre de proposer quelque chose à quelqu'un et puis si ça fonctionne pas, de le laisser comme ça. Donc effectivement, là, on a un outil supplémentaire, là, on a quelque chose à proposer à la personne, et puis je pense qu'il faut pas non plus trop l'utiliser, puisqu'après c'est vrai que on peut pas faire des supports audio pour tout le monde. Moi vraiment les indications sont posées pour des patients très fragiles, notamment en soins palliatifs, parce que dans les accompagnements soins palliatifs ou en douleur, dans le service où je suis, on accompagne des gens en fin de vie, et là effectivement l'hypnose elle a tout son intérêt pour la prise en charge des symptômes. Et effectivement c'est difficile de se concentrer sur autre chose dans des situations plus compliquées, plus difficiles. Donc là effectivement il y a un support audio. Là je propose un support audio systématique. Donc on a même s'ils n'ont pas ce qu'il faut, on a des post-radio CAV avec des casques et ils peuvent l'écouter à un moment donné, quoi. C'est vrai que pour le moment, je l'ai pas fait énormément, mais ça demande qu'à se démocratiser, quoi. Oui.
Alors, l'ancrage, effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses en hypnose, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas parlé de tout. Alors, je rappelle ce que c'est déjà qu'un ancrage. Alors, un ancrage, par exemple, on va, en fin de séance, on peut suggérer, soit, que le patient apparente sa séance à un geste ou à un mot, et que à chaque fois qu'il réentendra ce mot ou ce geste après la séance, il rentrera en état d'hypnose. Ça, c'est une forme d'ancrage. Une autre forme d'ancrage, c'est de répéter une phrase en début et en fin de séance pour générer ce qu'on appelle un repli du temps. Par exemple, on peut dire à la personne, vous avez l'heure en début de séance, et vous concluez la séance, vous avez l'heure. Le fait qu'il y ait une répétition sur une distance différente de temps, il y aura une impression que le temps entre les deux aura rétréci. Ça, c'est un ancrage. Alors les ancrages, je les propose effectivement en douleur chronique, je les propose pas en pose de cathéter, il n'y a aucun intérêt. En douleur chronique, oui, je les propose. Puisque effectivement, quand par exemple un patient, je vais lui demander, vous allez imaginer un mot ou un geste qui caractérise le mieux votre séance. Alors par exemple, il va imaginer qu'il serre son poing et que le fait de serrer son poing, ça va symboliser entre guillemets sa séance. Et bien, la prochaine fois, quand il le fera chez lui en auto-hypnose, il pourra resserrer son poing. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a une plus grande facilité à rentrer en état d'hypnose. Alors l'ancrage, il est très utilisé en PNL ou en management. Les managers malveillants l'utilisent abondamment pour pouvoir contrôler un petit peu leur entourage. C'est vrai que nous, en thérapie, l'ancrage, il a vraiment, c'est un peu pour rappeler la séance qu'on a vécue avec le thérapeute. C'est un peu pour redonner un point de départ à la séance. Voilà. Vous pouvez revenir sur le gant magique? Oui. Oui. Alors le gant magique ou gant d'anesthésie, ça dépend. C'est une technique d'hypnose. Comme je vous l'ai dit, alors je vais vous donner une séance type. Par exemple, le patient est installé assis ou allongé. On va lui demander d'imaginer qu'il a un gant. On va lui demander d'imaginer qu'il a un gant, qui a la couleur, la texture qu'il lui donne. Il peut même imaginer que le gant a plusieurs couches. Ça peut être un gant de boxe, ça peut être un gant en émail, ça peut être un gant en bois. Tout est permis. On est dans l'imaginaire, donc le patient, il pense à ce qu'il veut. Une fois que ce gant est bien construit, bien imaginé, on va lui suggérer au patient que ce gant a la propriété de diffuser un produit. Alors il y a deux façons de faire. Soit le gant diffuse un produit, soit on fait partir la sensation d'anesthésie du gant lui-même qu'on fait remonter dans le corps. Il y a vraiment deux façons de faire. Moi, j'aime bien que le patient, une fois que le gant est bien constitué, que l'anesthésie elle est bien installée au niveau de la main, que le patient amène sa main sur la zone douloureuse. Voilà. Alors en général, ça prend un certain temps, puisqu'il y a la phase d'induction, comme je vous l'ai dit, il y a la phase dissociative, et là, on va suggérer le gant magique. Le gant se déplace sur la zone douloureuse. Alors le patient, en général, il imagine ce qu'il veut. Il peut imaginer qu'il anesthésie la zone douloureuse, ou en diffusant du produit. Là, je lui dis que par exemple le produit se répand sur la zone la plus inflammatoire, qu'effectivement il peut se sentir plus détendu, plus confortable, que cet effet va perdurer aussi longtemps que possible. Mais après, c'est vrai qu'on peut utiliser, encore une fois, comme je vous disais, une autre façon de faire. On peut partir du gant lui-même et dire que progressivement, c'est la main qui engourdit, et puis progressivement, c'est l'avant-bras, puis le bras, puis l'épaule, et puis la nuque, jusqu'à arriver à la zone souffrante. Et c'est vraiment deux façons de faire, avec des résultats, j'ai envie de dire, identiques. C'est juste que nous, et c'est ce qui est important en hypnose, c'est de se sentir à l'aise avec des pratiques. On a une boîte à outils en hypnose avec plein de techniques de communication, plein de métaphores, et on choisit un outil en fonction de ce que la personne nous dit et nous demande. Voilà. C'est ce qui vraiment va schématiser le mieux ce qu'est l'hypnose. C'est vraiment une boîte à outils avec des techniques de communication, et ces techniques de communication sont thérapeutiques et on va les utiliser en fonction du patient. Le gant magique, il marche très bien, par exemple, sur des douleurs neuropathiques, sur les névralgies de la face, sur le membre fantôme. Et c'est vrai que c'est un bon outil. C'est pas le seul. C'est vrai que c'est celui qu'on enseigne le plus en école d'hypnose, parce qu'il est très pratico-pratique. En même temps, on arrive à des résultats rapides très vite. Mais c'est vrai qu'il y en a un autre, par exemple, pour les gens qui sont amputés d'une jambe. Ce qui a le problème, c'est qu'ils ont des douleurs du membre fantôme, l'impression d'avoir encore la jambe avec des charges électriques. Ils me disent j'ai mal à mon pied, j'ai mal alors qu'ils ont plus de jambes. Donc vraiment, ça c'est encore une fois l'hypnose. En quoi elle va être aidante pour ces gens-là, c'est que il y a une expérience toute bête qui a été menée par un scientifique indien il y a pas longtemps et qui fonctionne très bien maintenant chez les amputés. C'est ce qu'on appelle la mirror box, c'est-à-dire que le patient va mettre son membre amputé dans une boîte. Et sur la face latérale de cette boîte, il y a un miroir. Et finalement, le patient, ce qu'il va voir, c'est qu'il va voir le reflet de sa jambe opposé dans le miroir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le cerveau va réassocier le membre manquant. On fait ça plusieurs fois. Et finalement, si vous voulez, les sensations douloureuses vont progressivement diminuer. Alors en hypnose, on n'a pas forcément toujours de la mirror box, mais on va simplement faire imaginer au patient, en tenant compte effectivement de l'état émotionnel de l'amputation. Si c'est un trop fort retentissement, on va pas lui demander de se rappeler complètement de sa jambe. Ça peut être générateur de stress aussi. Mais c'est de progressivement que le patient puisse se réapproprier son corps, se réapproprier le membre manquant jusqu'à obtenir des résultats. Alors là, c'est vrai que pour le membre fantôme, on a de très très bons résultats. Peut-être plus que pour des douleurs mécaniques. C'est vrai que les douleurs neuropathiques sont de bonnes
bonnes indications à l'hypnose. Voilà. Encore une question, une remarque? Non. Bon. Merci à vous deux. Merci à vous d'être venus. Je vous remercie de remplir le questionnaire que j'ai fait passer. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, il y a encore des exemplaires à la fin de la salle. Et je vous invite donc à prendre un pot dans le hall où on va pouvoir continuer à discuter pour ceux qui le souhaitent. Merci.